Bienvenue dans l'entretien de France 24 où notre invité est Bertrand Badi. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Les téléspectateurs de France 24 vous connaissent bien, notamment ceux qui sont habitués et qui sont fidèles à Une semaine dans le monde. Bertrand Badi, un des spécialistes les plus respectés de relations internationales, professeur à Sciences Po. Vous venez d'écrire La diplomatie de connivence aux éditions La Découverte. On va en parler dans un moment, mais un jour comme aujourd'hui, Bertrand Badi, on doit vous demander votre réaction à l'annonce par les Américains de la mort de Osama Ben Laden. C'est une victoire américaine ? C'est une victoire pour Obama. Rappelez-vous le thème de la campagne électorale, dénoncer George Bush pour avoir dispersé les efforts des États-Unis, pour avoir lancé l'opération en Irak et du coup d'avoir manqué la cible essentielle qui était Ben Laden et, disons, AFPAC, Afghanistan-Pakistan. Le fait que ce soit Barack Obama lui-même, ou du moins sous sa présidence, que Ben Laden ait été arrêté et que donc le recentrage sur l'Afghanistan et sur la question d'Al-Qaïda en AFPAC est réussi, c'est effectivement pour Obama une sorte d'emblème dans sa diplomatie régionale. Alors c'est une bonne nouvelle pour Obama, et on imagine pour le bientôt candidat Obama, mais pour l'Amérique en général et le monde en général, est-ce que ça veut dire qu'on entre dans un monde plus sûr ? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, j'ai été quand même très marqué ce matin en voyant les images de cette foule qui s'exprimait de façon forte et réjouie devant la Maison-Blanche. Pensez quand même la superpuissance américaine, au bout de 10 ans, qui exulte non pas parce qu'elle a vaincu une autre puissance, mais parce qu'un homme, un individu, a été enfin arrêté. Ça montre en même temps, effectivement, la force du symbole et la manière dont toute la population aux États-Unis réagissait à un mal qui l'avait frappé de manière extrêmement cruelle. Mais en même temps, ça montre que nous sommes dans d'autres relations internationales où, effectivement, ce n'est plus la compétition entre États, mais la confrontation à des sociétés, à des segments de société, à des acteurs individuels ou collectifs qui devient l'élément essentiel de l'actualité. Et moi, ce que je dis, c'est qu'attention, la disparition d'un homme, aussi emblématique soit-il, ne marque pas la fin de l'histoire. Je suis un peu surpris de cette réaction en même temps festive et surtout de délivrance, le sentiment que une page est tournée. Une page est peut-être tournée, effectivement, dans le symbole que portait Osama Ben Laden, mais est-elle tournée quant au fond qui se révélait à travers ce terrorisme, à travers cette violence, à travers ces formes nouvelles, finalement, d'action conflictuelle. Alors, vous parlez énormément du rôle des sociétés dans votre livre, on va y revenir tout à l'heure, mais ces foules devant la Maison-Blanche, est-ce qu'elles n'expriment pas un point de vue profond des Américains qui disent la page est tournée, la page Ben Laden est tournée, et ils vont vouloir tourner la page suivante qui consiste à tourner la page Afghanistan. Est-ce que la suite logique, ce n'est pas de demander, M. Obama, rapatrier nos troupes tout de suite? Oui, mais regardez la manière dont a évolué le conflit afghan. Est-ce que c'est encore les États-Unis face à Ben Laden ou même les États-Unis face à Al-Qaïda? L'Afghanistan, le conflit afghan, c'est devenu tout autre chose. Alors que cet événement marque, oui, peut-être, l'histoire de ce très long conflit. Est-ce qu'on touche à l'essentiel de ce conflit? C'est fini. Ça, cette page-là, elle était tournée déjà depuis un certain temps. On est dans un autre segment de l'histoire afghane ou de l'histoire du conflit afghan. Je ne crois pas que l'arrestation et la mort de Ben Laden puissent véritablement marquer une étape cruciale dans l'évolution de ce conflit. Est-ce qu'il y a d'autres régions du monde où cette mort peut marquer une étape cruciale? Et on pense notamment au Maghreb, où apparemment Al-Qaïda est encore... c'est une des régions du monde où Al-Qaïda est encore très active. On a raison de penser au Maghreb, on a raison de penser au Sahel, on a raison de penser à la Corne de l'Afrique, on a raison de penser au Yémen, on a raison aussi de penser à l'Irak, même si la chose est un peu moins aiguë aujourd'hui. Ça montre quoi tout cela? C'est que derrière le spectre Al-Qaïda ou le spectre Ben Laden, il y a un désordre social, une inadaptation
du jeu social dans beaucoup des sociétés du Sud qui vient créer ce type de violence. Peut-être même, la formule est terrible, mais il faut avoir le courage de l'employer, une demande sociale de violence. Là où les sociétés sont en crise, là où elles sont en décomposition, là où elles expriment des souffrances et de l'humiliation, eh bien, il y a un appel d'air pour cette violence terrible dont Ben Laden est un des entrepreneurs. Donc il ne faut pas croire que la disparition d'un homme mettra un terme à tout ce qui relève des racines du mal. Et alors, cette aspiration de ces peuples qui souffrent, qui regardaient Ben Laden comme un héros, où est-ce qu'ils vont tourner leur regard maintenant? Ben Laden a des lieutenants. Ben Laden risque de devenir un mythe, une image, une référence abstraite, mais qui va occuper encore bien longtemps l'imaginaire des uns et des autres. Et puis, des réseaux de ce type, on le voit bien à travers AQMI, à travers le Sahel, des réseaux de ce type, ils s'en constituent, qui se réclament de Ben Laden, mais quelle importance qui s'en réclament, qui s'en réclament pas, à partir du moment où les méthodes sont voisines, à partir du moment où les instruments mobilisés sèment la mort et créent de l'incertitude. Alors, on en vient à votre livre, La diplomatie de connivence, les dérives oligarchiques du système international. Vous dénoncez dans ce livre ce que vous appelez l'entêtement oligarchique, comme si les grandes puissances avaient cet entêtement qui consiste à toujours vouloir travailler ensemble, créer des structures, un gouvernement mondial. Vous ne croyez pas beaucoup au gouvernement mondial ? Il faut y aspirer. Nous sommes entrés dans une ère qui est celle de la mondialisation, où on a besoin sinon d'un gouvernement mondial, ça c'est effectivement assez utopique, mais d'une gouvernance mondiale. Alors, ce qui est curieux, mais finalement assez humain, c'est que ce sont toujours les vieilles recettes qui sont sollicitées. L'oligarchie, elle a déjà connu son grand moment au XIXe siècle, la diplomatie des concerts. Ça ne marchait pas très bien déjà à l'époque, hein. Mais bon, c'était un jeu en gros à 6, 7, 8, 10. Maintenant, nous sommes dans un jeu à 192, plus les sociétés dont on parlait il y a un instant. Eh bien, ce jeu oligarchique qui, à la rigueur, pouvait faire fonctionner qu'à un cas l'Europe au XIXe siècle, ne peut plus faire fonctionner le monde aujourd'hui. Au contraire, ce mode de fonctionnement crée des phénomènes de résistance, des phénomènes de marginalisation et de frustration. Concrètement, ça veut dire que vous critiquez le G20, le G8, le P5, c'est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, prenez le G20. Le G20 apparaît comme une instance généreuse. C'est le G8 qui s'est ouvert aux nouveaux riches. En gros, on permet aux parvenus, aux nouveaux riches, de venir prendre le café avec les 8, qui sont d'ailleurs 7 plus 1, c'est-à-dire les 7 démocraties plus la Russie, pour parler des affaires du monde. Et on nous dit, le G20 c'est formidable, c'est 85-90% du PIB mondial. Oui, mais c'est presque 0% des souffrances mondiales, presque 0% des incertitudes mondiales, presque 0% des conflits mondiaux. Alors quand il s'agit de se pencher sur ces conflits, sur ces incertitudes, sur ces souffrances, eh bien là on s'aperçoit, et c'est peut-être la marque essentielle de notre nouveau monde, que le faible est presque plus déterminant que le fort. C'est-à-dire que comme nous sommes dans un monde mondialisé où tout le monde dépend de tout le monde, c'est le maillon faible qui fait la loi. Et donc si on n'associe pas le faible, si on n'associe pas le souffrant à la solution de ces souffrances, eh bien on crée un peu comme en Libye actuellement, une transfiguration du jeu mondial qui devient en quelque sorte une cour réglée, organisée par quelques puissants, par quelques oligarques, ce qui crée de la frustration et ce qui crée de l'incompréhension. Nous en sommes là. Quel pourrait être le forum, le cadre où l'on pourrait associer ceux qui souffrent, les faibles? L'ONU? Le forum, il existe, oui, vous avez dit l'ONU. Mais l'ONU, il ne faut quand même pas oublier qu'elle a été inventée en 1945, à l'initiative du plus fort d'ailleurs. Les États-Unis avaient joué un rôle important. Alors, s'apercevant de ce que cela risquait de comporter, les États-Unis ont corrigé l'ONU en faisant immédiatement quelque chose d'un peu oligarchique à travers le P5 que vous signaliez tout à l'heure. Les membres permanents du Conseil de sécurité. Mais si l'ONU a connu aussi cette dérive oligarchique, il ne faut quand même pas oublier que le multilatéralisme vrai, il nous fait vivre au quotidien là où on ne s'en aperçoit même pas. Quand vous prenez l'avion, sachez que vous le prenez
parce qu'il y a un vrai multilatéralisme qui permet à tous les États du monde de s'entendre sur un protocole de la circulation aérienne. Et c'est la même chose en matière de télécommunications, c'est la même chose en matière de commerce, c'est la même chose en matière de circulation des images et du son, etc. etc. Prenez l'exemple de la télévision, et il est assez remarquable de ce point de vue. Est-ce que, paradoxalement, l'homme le plus puissant du monde n'est pas un petit peu sur votre ligne? Obama est plus multilatéral qu'aucun président américain ne l'a jamais été. Je crois que les États-Unis ont su, et ce qui est à leur honneur, tirer profit de l'échec lamentable des néoconservateurs. Et il est tout à fait intéressant de voir même comment, au sein des universités américaines, ces notions d'unilatéralisme, d'unipolarité, de leadership américain sont remises en cause beaucoup plus nettement, clairement qu'elles ne le sont en Europe aujourd'hui. Il faudrait peut-être se demander pourquoi. Et je pense qu'il y a eu deux grands discours dans la présidence Obama, enfin jusqu'à maintenant, le fameux discours du Caire en 2009 qui annonçait sa posture dans les révolutions arabes, et puis son grand discours qu'on oublie devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2009, où effectivement il renouait avec le multilatéralisme. Il ne suffit pas de le faire par les mots, il faut le faire aussi par les actes. Ça, c'est plus difficile. Eh bien, on va se reporter à ces discours. Merci infiniment, Bertrand Badi. On va se reporter aussi à votre livre, La diplomatie de connivence, aux éditions La Découverte. À très bientôt sur l'antenne de France 24. Merci d'être venu nous voir et restez avec nous pour un nouveau journal dans quelques minutes.